terme, la thématique d'accueil direct, la problématique principale de ce soir. On attendait justement les résolutions de ce sommet de la CEDEAO, ça s'est tenu bien sûr le dimanche 10 décembre du côté d'Abuja au Nigeria. Et surtout, il était question bien sûr de l'avenir de ces États. On le rappelle, Mali, Burkina Faso, Niger, mais surtout le Niger, en ce qui concerne justement les nouvelles autorités de ce côté-là. Je refais le tour et je commence par vous cette fois-ci, Habib Touré, sur cette question. Alors, les autorités, bien sûr, du moins les dirigeants de la CEDEAO se sont dit bien sûr ouverts au dialogue, mais ces derniers également demandent si pour avoir une certaine levée d'embargo, levée des sanctions, il faudrait la libération aussi, entre autres, du président Bazoum. Votre regard sur cette décision des dirigeants de la CEDEAO? Madame Siké, vous parlez d'une volonté des dirigeants de la CEDEAO de négocier. Nous voyons plutôt une manœuvre justement de la CEDEAO et de ses dirigeants. Oui. Voyez-vous, un sommet qui avait pour principale thématique, principal enjeu, le Niger. Vous décidez, contrairement à toutes les règles diplomatiques qui peuvent exister au monde et toutes les règles légales qui peuvent exister au monde, vous décidez d'accueillir des gens au titre du Niger. Oui. La première chose est que, vous savez, quand les événements du 26 juillet étaient arrivés et que le 30, la CEDEAO s'est réunissait, la première décision prise par la CEDEAO, c'était de suspendre le Niger et toutes les instances de la CEDEAO. Ne serait-ce que pour le respect de cette suspension qu'eux-mêmes ont décrétée, ils n'avaient pas à accueillir qui que ce soit au titre du Niger. D'autant plus que c'est une organisation qui s'est mise dans des dispositions pour soi-disant exprimer sa bonne volonté pour aller vers une sortie de crise à travers une médiation. Mais au corps défendant de tous les Nigériens, à leur étonnement, on a observé que l'ancien Premier ministre de Mohamed Bazoum, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre du Commerce et même l'ancien directeur de cabinet adjoint de Mohamed Bazoum, tous ayant pu fuir le pays ou d'autres étant en mission à l'étranger pendant les événements du 26 juillet, se sont remis sur Abuja sur invitation officielle de la commission de la CEDEAO pour assister à ce sommet qui devait décider du sort du Niger. Déjà là-bas, il y a quand même un sentiment de méfiance dont le peuple nigérien à l'égard de cette institution. Le deuxième aspect, vous savez, la CEDEAO a été cette institution qui a, dès les premières heures, bien sûr, sur injonction de Paris, décidé que Mohamed Bazoum soit libéré et rétabli dans ses fonctions. Et même menacé le peuple nigérien d'une guerre juste pour rétablir un homme sur son fauteuil. Avec la résilience, la résistance, l'engagement démontré par le peuple nigérien, mais aussi par les dirigeants du Burkina et du Mali, et ensuite par les peuples de ces deux pays-là, ça a un peu émoussé les ardeurs de ceux qui voulaient apporter le chaos et la désolation sur notre peuple. Mais ils n'ont jamais abandonné à réaliser cette volonté qui nourrissent au fond d'eux, celui de vouloir déstabiliser le Niger. Demander une probable libération de Mohamed Bazoum comme étant la première condition pour discuter de la suite, ce serait prendre les Nigériens pour des idiots qui ne sont pas. Vous voyez des gens qui travaillent déjà avec des anciens dignitaires membres du gouvernement de Mohamed Bazoum. Il suffit juste que Mohamed Bazoum puisse être libéré aujourd'hui pour que ce dernier se retrouve à l'étranger et que la France et la CEDEAO le considèrent comme étant le président légitime du Niger et organiser maintenant la subversion contre le peuple nigérien. Ne serait-ce que pour cela, pour cette possibilité qui existe où la France nous a déjà démontré qu'elle était capable de ce genre de manœuvre. Cette question de la libération de Mohamed Bazoum ne pouvait être une condition avant toute autre négociation. Le deuxième aspect, je vous fais remarquer que Mohamed Bazoum est certes le président déchu, mais Mohamed Bazoum est aussi un citoyen nigérien, que la justice a été saisie à travers des actes qu'il a eu à poser contre des lois et des règlements de la République. À partir de cet instant, le sort de Mohamed Bazoum est entre les mains de la justice nigérienne.
la CEDEAO, je ne pense pas qu'elle soit une institution qui prend l'impunité. Et si ce n'est pas le cas, alors la CEDEAO ne peut pas exiger au peuple nigérien, encore moins au CNSP, à son président, de libérer Bazoum pour pouvoir statuer sur le sort de 26 millions de Nigériens. Vous savez, hier, c'était le 10 décembre, la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On espérait que, ne serait-ce que cette symbolique, allait pousser les dirigeants de la CEDEAO pour regarder la question humanitaire du peuple nigérien. En septembre 1941, les Allemands, les nazis avaient décidé de mettre un blocus total sur la ville qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg en son temps. Effectivement, c'est le même type d'embargo qu'aujourd'hui la CEDEAO et la France décident de mettre sur le Niger. Où était la clairvoyance, la bonne volonté du Burkina Faso aujourd'hui qui avait décidé d'ouvrir ce corridor et également le caractère humaniste du président Faure Gnassingbé qui a accepté que les marchandises nigériennes puissent transiter par ce port, on serait dans la même configuration que Saint-Pétersbourg en 1941 et en 1944. Et c'est ces gens-là, ce sont ces personnalités-là qui veulent avancer la question démocratique pour vouloir asphyxier tout un peuple, pour juste défendre les intérêts d'un des leurs, puisque c'est quelqu'un qui a déjà eu l'habitude de siéger dans la même salle de conférence avec eux. Le peuple nigérien ne s'engage pas dans ce schéma-là. Et le général Abdraman Tchani, chef de l'État, est sorti hier soir pour exprimer sa position par rapport à cela. Il a décidé dès les premières heures de cette situation de confier aux Nigériens la décision de la durée et du contenu de la transition à mener. Alors, personne ne va vouloir venir nous imposer une soi-disant courte durée de transition dont on ne sait même pas ce que ça veut dire, courte durée. Ce qui se passe actuellement au Niger est un engagement de refonder l'État nigérien, de faire en sorte que ce qu'on a proclamé le 3 août 1960 comme étant une indépendance, qu'elle soit effective dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et ainsi de suite. Et dans une dynamique collective, aujourd'hui avec les autres États de l'Alliance des États du Sahel. Alors, tout ce qui a été fait hier, en tout cas, pour nous, c'est plus une posture de la CEDEAO pour démontrer à ses commanditaires qu'elle maintient la ligne et qu'elle assume la mission qu'on lui a confiée. Maintenant, au sortir de cela, une mission de 3 chefs d'État avait été désignée pour se rendre à Niamey. Il y a le président Faure Gnassingbé, qui se trouve être l'interlocuteur le mieux placé pour discuter de cette question, puisque c'est celui-là qui a décidé, dès le 30 juillet, de ne pas se mettre dans la même posture que les autres collègues chefs d'État de la sous-région, en refusant d'être ferme sur la question des sanctions. De l'autre côté, il est contre, certes, les prises de pouvoir par la force, mais il comprend et il veut entendre la voix aussi des Nigériens pour savoir pourquoi cela est arrivé. Maintenant, puisque c'est arrivé, quelle est la solution à laquelle on peut travailler de façon pacifique pour sortir? Donc, il s'est légitimé pour être un interlocuteur des deux côtés. Mais on a observé que le président Talon, que d'ailleurs le communiqué final qui a été signé aujourd'hui, a retiré de la liste des 3 qui devaient se rendre dans cette médiation. Finalement, nous aurons le président togolais et le président sierra-léonais qui sont désignés pour pouvoir prendre contact avec les autorités nigériennes, avec pour première condition celle-là même qui consiste à demander d'abord et avant tout et sans condition, s'il vous plaît, la libération de Mohamed Bazoum. Bien évidemment, le fait que ce soit le président Faure qui soit à la manœuvre, connaît déjà les positions des autorités actuelles du Niger. Je pense que peut-être là-bas, on pourra espérer au moins que les lignes puissent bouger. Mais de toutes les façons, le général Abdraman Tchani et le peuple nigérien l'ont exprimé de façon claire. Lever des sanctions ou pas, le Niger a décidé de s'engager dans une nouvelle dynamique et dans une nouvelle coalition qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel. À partir de maintenant, c'est cette alliance-là que le Niger déploie toutes ses énergies, côté du Mali, du Burkina, pour qu'au finish, nous puissions aller vers une confédération
qui va être la solution à notre problème sécuritaire, mais également économique et financière, puisque à terme, le vœu le plus cher des peuples sahéliens, celui-là même de quitter la zone franc CFA pour pouvoir embrasser une nouvelle monnaie que eux auront décidé de créer et contrôler, va se réaliser à travers cette alliance. Cela ne suppose pas que l'alliance des États du Sahel est venue pour tuer la CEDEAO. L'alliance des États du Sahel est venue constater la mort cérébrale de la CEDEAO et ont décidé de ne pas mourir avec elle et d'engager une nouvelle dynamique dans laquelle tous les peuples d'Afrique, au-delà même de l'Afrique de l'Ouest, sont appelés aussi à contribuer. C'est cela le message aujourd'hui du Niger, du Mali et du Burkina à travers cette alliance. Et ce qui s'est passé hier à Abuja n'est pas un événement qui va tenir en haleine le peuple nigérien qui a déjà pris 5 mois aujourd'hui pour vivre avec les conditions que les gens ont voulu lui imposer. Il a démontré sa capacité, malgré la difficulté de la chose, à s'en sortir et à continuer son chemin. Et c'est cela qui fait peur aujourd'hui à la France et à la CEDEAO. Je pense qu'ils vont continuer à nourrir, à garder cette peur en eux s'ils ne prennent pas les décisions courageuses et fortes qui consistent à reconnaître que le Niger, le Mali et le Burkina sont dans une nouvelle dynamique où on ne peut plus rien leur imposer. Et c'est cela le message et l'interprétation, ou du moins l'analyse que votre question m'amène à faire par rapport à cette situation. Merci à vous, Habib Touré. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on reviendra tout à l'heure justement sur ces médiateurs qui ont été choisis pour l'occasion. Passion parfum d'homme, Habib l'a rappelé justement, ces personnes ou ces personnalité, si je peux le dire ainsi, invité justement à prendre part à ce sommet de la CEDEAO, l'ancien Premier ministre de l'ancien président Mohamed Bazoum, son ministre du Commerce, le directeur de cabinet. On rappelle également que l'ancien président Mohamed Bazoum lui-même a été d'ailleurs invité à prendre part à ce sommet de la CEDEAO. Une autre invitée, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères, qui a également été conviée à prendre part à ce sommet de la CEDEAO du côté du Nigeria. Alors, manque de tact ou alors provocation de la part de la CEDEAO? D'abord, laissez-moi féliciter mon jeune fils Habib Touré. C'est ce que nous demandons. Il est vraiment... Oui. Après avoir écouté son exposé, effectivement, on revient à votre questionnement. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette manière de harceler un pays libre et un pays souverain? Oui. C'est quoi cette manière d'imposer des dirigeants à un pays sans avoir le consentement du peuple de ce pays-là? Après la Seconde Guerre mondiale, à la conférence de Yalta, alors qu'il fallait signer le document final, le président américain, après avoir posé sa signature, a vu dans le premier ministre anglais, Winston Churchill, se saisir de son stylo pour lui aussi apposer sa signature. Il dit, mais Churchill, tu n'as pas besoin. Quand l'Amérique a signé, c'est l'Angleterre qui a signé. Et Churchill de lui répondre, vous ne pouvez pas faire mon bonheur contre mon propre consentement. Et c'est ça qui a été retransmis après dans la charte de l'ONU. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais que fait la CEDEAO? La CEDEAO, certes, est une organisation sous-régionale, mais ce n'est pas une organisation caporaliste qui oblige tous les pays à y être. D'autant plus que nous sommes en situation de crise. Mais faisons quand même un bref rappel historique à la CEDEAO. Aux dirigeants de la CEDEAO actuelle. On me dit qu'il y a une évolution, mais il ne faut pas qu'ils oublient que dans l'ADN de la CEDEAO, c'était une organisation qui a été créée avec 15 pays. Parmi ces 15 pays, il y avait 7 régimes qui étaient dirigés par des militaires et 8 civils. Je peux les citer. On avait, pour le Nigeria, le général Yakubu Gowon. Il faut que M. Tino Obaka le sache. Des membres fondateurs de la CEDEAO. Yakubu Gowon pour le Nigeria, pour le Bénin, Mathieu Kérékou, pour le Togo, Nassibé et
et Yadema. Oui. Pour le Niger, c'était des général Séni Kounché. Le Burkina, le général Sangoulé Lamizana. Et pour le Ghana, justement le Ghana aussi, c'était Ignatius Achampong et le mari c'était Moussa Traoré. Maintenant, pour les civils, on avait Cap-Vert, Aristide Pereira, 2, Gambie, Daouda Jawara, 3, Guinée, Sékou Touré, 4, William Tobé pour le Libéria, 5, Siaka Steven pour la Sierra Leone, 6, Louis Cabral pour la Guinée-Bissau, 7, Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal, et 8, Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire. Voilà les membres fondateurs et les hégémons qui dirigeaient les pays de la CEDEAO. Non, ne donnez pas l'impression que l'histoire d'avoir des militaires à la tête d'un État, c'est un scandale. Puisque parmi les membres fondateurs de la CEDEAO, il y avait des militaires. 7. Premièrement. Deuxièmement, je considère, et là vous avez raison de mettre en cette pêche, cette décision de la CEDEAO comme une provocation. Véritable provocation. Mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. On va continuer à harceler les signataires de la charte de Tako Gourma. Parce que qu'on le veut ou non, j'ai écouté Habib Diawara, qui est enfin politicien, mais la charte de Tako Gourma et l'Alliance des États du Sahel, c'est justement la mort programmée de la CEDEAO. Si les gens ont été obligés d'aller vers cette alternative, effectivement, parce que ces trois États ont constaté que la CEDEAO ne permettait plus de leur garantir la liberté qui leur permettrait enfin d'imposer leur souveraineté sur l'étendue de leur territoire et leur donner la possibilité de déclencher le véritables processus de développement qui, malheureusement, leur a été sévré depuis les indépendances factices que nous avons eues. Est-ce que les dirigeants de la CEDEAO ne le comprennent pas? Ils savent très bien. Et c'est pour cela, comme une provocation, qui préfèrent inviter à cette fameuse réunion d'Abuja des gens d'un régime déchu. Des représentants des régimes déchus. Mais vous ne pouvez pas le comprendre, c'est très grave. Ils font exactement ce que les maîtres occidentaux ont l'habitude de faire. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes face à une situation aussi oubliesque. Mais, pire encore, ils admettent en leur sein les représentants des États-Unis, dont le véritable patron qui oriente la direction de la stratégie qu'il faut adopter pour tenter d'affaiblir l'Alliance des États du Sahel. C'est ça l'enjeu central de cette affaire. L'enjeu central de cette affaire, tenter d'affaiblir l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que semer le doute au sein des populations de cette nouvelle entité qui se met en place. Oui. Et puis sur le plan juridico-diplomatique, donner l'impression à la communauté internationale qu'en fait, nous sommes en face des gens qui se sont mis en marge d'une certaine égalité sous-régionale. Donc pour moi, il faut que les actions similaires soient prises du côté de l'Alliance des États du Sahel pour commencer à prendre les distances de manière irréversible vis-à-vis de la CEDEAO. Ils n'ont pas beaucoup de choix, autant pour moi. Il faut qu'ils prennent les distances vis-à-vis de la CEDEAO. Parce qu'une fois de plus, une énième fois, la CEDEAO démontre avec ces décisions agressives qu'ils ne vont pas lâcher prise. Le plan A ayant échoué, ils sont en train d'actionner d'autres plans B et peut-être C qui est en préparation. Donc, c'est tout simplement une espèce de tentative, n'est-ce pas, de pousser le Niger à la faute, de semer le doute au sein des dirigeants de la CEDEAO, en leur donnant l'impression qu'ils ont la force qu'il faut pour continuer à les mettre en difficulté. Et là, maintenant, on peut revenir sur le cas de certains dirigeants de la CEDEAO. On a bien compris le jeu diplomatique du général Tiani. Mais j'aimerais bien savoir que quand cette décision a été prise, quelle était la structure du vote qui a finalement accouché de cette provocation, cette fameuse décision que j'appelle une provocation. Quelle était l'attitude? Quels sont les pays qui ont voté pour? Ceux qui se sont abstenus et ceux qui ont voté contre. Ça peut nous donner, même si la majorité s'est dégagée pour appliquer cette sanction, d'avoir un contenu assez global, digne de force au sein de cette CEDEAO.
Parce que si, par exemple, le président Yadema a voté pour cette décision-là, ça veut dire que nous sommes face à un problème. Mais c'est pour cela que j'insiste en disant il faut que l'Alliance des États du Sahel commence à poser des actes et des jalons pour prendre des distances vis-à-vis des CEDEAO. Je vous relance, c'est pas pour vous couper. L'Alliance des États du Sahel devrait prendre des dispositions pour prendre des distances justement avec la CEDEAO. Mais comment comprendre aujourd'hui cet agissement de la CEDEAO, mais la même CEDEAO qui tend quand même la main à ces États du Sahel dans la lutte contre le terrorisme, qui offre un financement, on parle d'1,9 million de dollars justement à ces États, je pense à chacun de ces États, pour lutter contre le terrorisme. Comment comprendre cela finalement? Mais c'est des espèces de, j'allais dire de moquerie, mais pas, les gens ne comprendraient pas. En réalité, c'est pour démontrer à ces États que c'est eux qui tiennent toujours le bon bout. Mais comment soutenir justement une affaire que vous n'estimez pas légitime, les gars? Mais parce que la CEDEAO continue de penser que c'est elle qui tient le bon bout, que en réalité, en termes de capacité de décision qui vont influer et influencer la marche de ces États, c'est eux qui ont encore, qui tiennent encore la barque fermement dans leurs mains. Bon, on vous donne de l'argent, mais en plus, il y a des conditionnalités qu'on pose pour que nous puissions maintenant améliorer les rapports tendus qu'il y a entre vous et nous. Donc, en réalité, on ne vous reconnaît pas. On vous dit tout simplement que pour l'instant, on a mis un peu l'option militaire sur le boisseau, mais nous ne bougeons pas d'un iota de notre position qui est la suivante. Vous n'êtes pas les autorités légitimes de ce pays. Et quand on le dit pour le Niger, c'est la même chose qu'on dit aussi pour le Mali, c'est la même chose qu'on dit aussi pour le Burkina Faso. Donc, votre aventure dans laquelle vous voulez vous lancer, non seulement elle n'aura pas d'effet, vous courez vers un échec foncez dans un mur, et puis deuxièmement, sachez qu'en face de vous, vous aurez des gens déterminés parce que prétendument élus de manière légitime, de manière légale. Et donc, en fait, je veux dire que nous sommes face à deux réalités politiques. Nous sommes face vraiment à deux réalités politiques. Une réalité politique qui a fait d'un statu quo, les choses restent en état dans le format que veut le monde unipolaire, et une autre dynamique qui essaie d'évoluer vers des ruptures systémiques d'un ordre ancien qui n'a pas du tout apporté à ces pays-là le bonheur et surtout les espérances attendues par le peuple. Quelqu'un avait sorti le truc, le soleil des indépendances. Je crois que c'est la nuit des indépendances qu'on nous a servi. Il faut maintenant que ces pays-là prennent leur destin en main en prenant des décisions fermes qui les éloignent de plus en plus, n'est-ce pas, de cette cage de fer de la CEDEAO et exprimer enfin leur volonté de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Merci à vous, Passion Parfendum. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir le standard. Tout à l'heure, les numéros de téléphone seront affichés au bas de votre petit écran. On le rappelle, chers téléspectateurs, vous êtes également partie prenante à ce débat. Donc, vous pourrez appeler, donner votre point de vue sur la thématique ou les thématiques de ce soir. Habib Touré, peut-être à la suite de Passion Parfendum, déjà la présence de la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires étrangères aussi à ce sommet de la CEDEAO, mais aussi, vous nous avez d'ailleurs donné cette information, le Bénin qui n'est plus sur la liste justement de ces États-là qui ont été désignés comme médiateurs, mais la Sierra Leone et bien sûr le Togo. Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir avec ces deux médiations? Ah bon, en tout cas, nous de l'autre côté au Niger, je pense que la position elle est claire. Qui au moins, lui, on sait, parce que les relais de la délégation de Mohamed Bazoum ont suffisamment notifié ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Au moins, Faure Gnassingbé a été contre cette décision de maintenir les sanctions. Lui, il garde cette légitimité. Je pense que le doyen sur le plateau a rappelé que la CEDEAO elle-même a été créée par des militaires qui étaient venus par des coups de force, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais mieux, lui, Julius Madabio, qu'on a désigné aujourd'hui comme second médiateur dans cette affaire, ce dernier-là, c'est un général sierra-léonais qui a eu à perpétrer un putsch en 1990 avec son collègue
qu'il a fini par renverser en 96 pour organiser des élections, rendre le pouvoir et revenir par ailleurs. Donc, celui-là, est-ce qu'il a une légitimité autre que son parcours pour venir imposer un diktat de ce genre-là aux nouvelles autorités nigériennes? Je ne pense pas. On a vu comment il s'est fait réélire au mois de juin passé. C'est grâce à un accord négocié justement par la CEDEAO et le parti de l'opposition qui avait décidé de façon responsable de maintenir le calme dans le pays. Cela ne lui a pas suivi. Quelques mois après, il a organisé un semblant de coup d'État sur lequel aujourd'hui il veut se pencher. Puisqu'on a vu dans le même rapport de la CEDEAO à l'occasion de ce sommet que ce dernier a demandé des forces ouest-africaines pour garantir, pour sécuriser son pouvoir. Alors, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Et comme je l'ai eu à le dire à plusieurs reprises, aucun de ceux qui ont siégé autour de cette table-là, si on les prend un à un, n'a une quelconque légitimité démocratique ou républicaine pour espérer tenir ce langage. Et vous avez remarqué que les plus zélés de la ligne dure de la CEDEAO, Alassane Ouattara, Talon et Macky Sall, n'ont pas fait le déplacement pour cette conférence. Peut-être parce qu'ils sont déçus que la décision de tirer les premiers coups de feu n'ont pas été prises jusqu'ici. Mais en tout état de cause, le peuple nigérien l'a exprimé depuis le 26 juillet. Nous sommes disposés à discuter avec tout le monde, avec toutes les organisations internationales, mais dans le respect de 3 conditions. La première, c'est que tout celui qui continuera à brandir une menace d'intervention militaire contre notre peuple, le Niger se donnera les moyens de se défendre dans ce sens-là. Et il n'y aura pas de négociation. À aucun moment, on ne va fléchir pour négocier quiconque de ne pas nous agresser. Nous sommes chez nous, on n'acceptera pas que des gens brandissent des armes contre nous. La deuxième chose, c'est que la question de Mohamed Bazoum, elle est dépassée. Le peuple nigérien a tourné cette page-là qu'on lui a imposée en 2020 et 2021. On ne veut même plus revenir sur le comment du pourquoi le monsieur est devenu président de la République du Niger. Aujourd'hui, il a été évincé et le Niger a décidé de prendre son destin en main et d'avancer. Et le troisième élément, c'est cette question de la durée de la transition. À chaque fois qu'il y a eu des ruptures pareilles chez nous, je pense que c'est le 5e coup d'État, des négociations pareilles avaient été instituées pour qu'au bout de 12 mois, de 18 mois, que des élections démocratiques, soi-disant, soient organisées, remettre le pouvoir. Donc, cela suppose enlever X pour mettre Y. Le Nigérien, on a assez expérimenté ce schéma-là. On n'en veut plus. Aujourd'hui, nous voudrons complètement descendre le mur et faire une nouvelle fondation, une fondation solide. Et ça prendra le temps que ça doit prendre pour que cette fondation puisse être construite. Là, on sait que le grand œuvre qui arrivera sur cette fondation, la fondation pourra la tenir et le peuple sera le rempart pour pouvoir guider les futurs dirigeants qui arriveront. Et si cela doit nous prendre 3 mois, c'est notre volonté, on va le faire. Mais si cela doit nous prendre aussi les 3 ans, on va le faire. De toutes les façons, le chef de l'État, Abdraman Chani, a pris le risque de mettre un plafond, tout en attribuant cette prérogative au peuple nigérien. C'est selon les volontés du peuple nigérien que la durée de la transition sera déterminée. Et le général Abdraman Chani a été clair, il va accepter cette volonté et se mettre au service de la volonté du peuple nigérien. Donc, sortant de ces 3 éléments-là, je pense que la CEDEAO n'a pas encore pris la mesure de la chose. La CEDEAO a refusé et refuse encore d'analyser froidement la situation du Niger. La CEDEAO décide de continuer de rester dans l'émotion et surtout des injections de ceux qui la financent. Vous avez vu qu'à l'ouverture de ce sommet, le président de la Commission a annoncé la signature de 7 accords qui englobent 212 millions d'euros de l'Union européenne pour son institution. Voilà les raisons principales pour lesquelles les gens qui prennent les décisions sont derrière
ceux qui lisent les décisions se remettent au grand jour sur la table devant les caméras pour lire les décisions qu'on leur a intimé de prendre. Mais de toutes les façons, comme je vous ai dit, nous, aujourd'hui, la dynamique, elle est dans les États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, c'est celle-là qui est notre dynamique. La CEDEAO est derrière nous. On continuera notre chemin. Si la CEDEAO revient à des bons termes, on acceptera certainement qu'au moins le président Faure puisse fouler le sol nigérien, qui est déjà annoncé bien avant même ce sommet. À l'issue de la visite du général Abdrahmane Tchani au Togo, ce dernier a invité son homologue à se rendre au Niger. Et je pense que dans les jours à venir, il effectuera ce déplacement-là. Et il est tout à fait légitime de sa part de vouloir discuter avec nos dirigeants. Et comme c'est une négociation, les dirigeants actuels qui ont fait la marche vers lui pour lui dire déjà les tenants et les aboutissants de la situation actuelle du Niger et les conditions dans lesquelles on peut travailler ensemble pour que le peuple nigérien s'en sorte gagnant, il le sait déjà. Et je pense qu'il ne fera pas un voyage inutile en se déplaçant au Niger. Il viendra certainement avec des propositions concrètes selon la situation qui lui a été exposée, selon la volonté du peuple nigérien. Maintenant, la CEDEAO prendra les résolutions qui en sortiront, à elle de répondre dans un futur proche. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question dans ces conditions de libérer Mohamed Bazoum. Le chef d'État a rappelé que les événements se sont déroulés le 26 juillet. Le 28 juillet, il avait déjà pris la décision de faire libérer la femme et le fils de Mohamed Bazoum. C'est ce dernier qui a dit que sa famille ne le quitte pas tant qu'ils ne quitteront pas ensemble. Je pense qu'il reste encore dans cet état d'esprit. Alors, s'il y a prise d'otage, c'est peut-être Mohamed Bazoum qui a décidé de prendre en otage sa propre famille et nullement le CNSP, encore moins le peuple nigérien. Et il faut rappeler qu'on nous demande de libérer Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum aurait pu être dans une prison de droit commun puisqu'il est accusé de haute trahison. Mais grâce à l'humanisme et à la clairvoyance certainement du CNSP, ils ont décidé pour sa propre sécurité de le garder encore dans la résidence présidentielle. Je pense qu'il y a beaucoup de prisonniers de droit commun nigériens de surcroît qui n'ont pas intenté à la République comme Mohamed Bazoum et ses amis, qui auraient voulu être dans ces conditions de détention. Donc c'est un privilégié. Il faut qu'ils comprennent cela, il faut que ses soutiens et la CEDEAO comprennent que le Niger respecte au moins les droits humains si eux n'ont pas cet aspect en vue en maintenant cet embargo inhumain qui, grâce aujourd'hui à l'engagement de l'AES à nos côtés et surtout au Togo qui a décidé de mettre son port à notre disposition pour que le Nigérien puisse être ravitaillé en denrées alimentaires et des denrées de première nécessité. Voilà l'état d'esprit des Nigériens et c'est cela qui va conduire cette transition ou du moins cette révolution populaire jusqu'à son terme. Parce qu'on veut qu'à l'issue de cela, Madame Siké, qu'un nouveau type de Nigériens sorte, que Sahéliens puissent éclore et que ceux qui ont toujours été les freins, les goulots d'étranglement ou les chaînes qui nous ont empêchés d'aller de l'avant et de nous développer comme les autres États et nations du monde, que ça puisse être derrière nous et que dorénavant, la question centrale qui doit occuper le Sahel et les Sahéliens, c'est la question de la prospérité, de l'exploitation au profit de nos populations, de nos ressources et également de l'éclosion de toutes les intelligences et des énergies dont nous disposons à suffisance. Merci à vous une fois de plus, Habib Touré. Merci beaucoup. On va aller au stand. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.